président de l'Assemblée nationale. Mais finalement, on a dit Aïkirni, Achuarafi Allah. Va nous donner le projet d'ordre du jour établi par la conférence des présidents. Un tiers PODEM, 2 tiers PCM, chargé de présenter une résolution. 3. Examen et adoption des 3 accords de financement japonais. La conférence des présidents. Bon, il y a une rectification à faire en cas à ratifier. Le plan qui était absent avait donné des instructions à son cabinet de nous donner les textes pour information, puisque c'est au cours des études de la loi initiale des finances, aujourd'hui on a donné l'autorisation au gouvernement, notamment au ministre des Finances, de recevoir des dons et des prêts. Et adoption. Moi, je pense qu'il faut s'en tenir à... Sur le projet de résolution de la CODER. Un esprit d'ouverture totale afin qu'il soit possible fraternellement avec nos collègues de la majorité de nous concerter pour trouver un moyen d'expression commun dans le cadre de notre coopération obligée avec les autres institutions de la République. Nous sommes réellement décidés à discuter de ces documents que je vais vous lire, Monsieur le Président, dans un esprit d'ouverture, de recherche des points d'accord, pour que notre institution parle d'une seule voix. C'est dans cet esprit que ce document est rédigé.
c'est dans ce document que l'opposition vous prie d'accepter de le discuter dans le seul but, je le répète, de nous mettre à même de parler d'une seule voix, mais une voix responsable. Donc, avec votre permission, Monsieur le Président, je vais lire le projet de résolution. L'Assemblée nationale de la République de Guinée Nous sommes d'accord dans le souci qui a animé tout à l'heure l'honorable Jean-Marie Doré, à savoir que l'institution que nous constituons, que nous parlions d'une même voix, dans le même souci, nous avons accepté que l'on puisse examiner, inscrire à l'ordre du jour l'examen du projet de résolution. Mais nous avons précisé également que l'examen sera fait par une commission qui sera constituée, comme on a l'habitude de le faire, à savoir un tiers de l'effectif à la CODEM et les 2 tiers au groupe PUP-PCN, charge à cette commission d'aller examiner et de rendre compte ultérieurement. Autrement dit, la commission va prendre le projet de résolution, l'amender, faire en sorte que le projet qui en sortira soit le projet consensuel. C'est celui-là qui fera l'objet de lecture en plénière pour approbation définitive de la plénière avant qu'on envoie où que ce soit. Donc je pense que ce qu'il y a d'urgent à faire et de commode maintenant, c'est de mettre en place la commission. Je vous remercie. Nous sommes parfaitement en harmonie. Mais il y a un problème de procédure en plénière. Lorsque la plénière est saisie d'un document, il doit être rendu public. Puis, comme c'est convenu en conférence des présidents, on se met d'accord de l'envoyer en commission. Mais il faut d'abord que le projet initial soit le projet de l'Assemblée. Donc nous sommes d'accord de l'envoyer. Mais je pense que normalement, il faudrait qu'il soit lu et qu'il devienne, que l'Assemblée prenne acte que c'est un projet qui a été soumis à sa lecture. Je pense. L'essentiel, c'est que le document soit discuté de façon responsable et au plus vite revenir en plénière pour son adoption. Donc nous n'allons pas vraiment nous hypothèser pour ce problème de lecture du document que officiellement nous se sommes dit que ce document a été très important. Je pense que la commission va travailler cet après-midi. Et comme je l'ai dit, nous sommes vraiment prêts pour travailler dans un cadre d'ouverture. Et maintenant, la commission devrait déposer devant la plénière son projet et l'étudier et l'adopter. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Monsieur le Président, nous devons une situation politique délicate. Il faut l'examiner. Monsieur le Président, il n'y a aucun problème. Je dis ici que nous se sommes parlé de la part de mon côté. Beaucoup de résistants, qu'à la prochaine réunion, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on n'a pas bien compris. Je dis, M. Somparé a dit de ne pas précipiter les choses, de laisser la commission travailler calmement, sereinement, pour trancher un problème délicat. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Très bien, nous acceptons cela. Mais nous acceptons également que la plus prochaine réunion... On a dit quelque chose qui est à chômage, là, ça Non, la réalité est la suivante. Dès que la commission est prête, si le président est informé, il peut convoquer la conférence du président pour programmer la prochaine réunion. Ah bon, c'est très bien. Alors, on laisse là en bonne place. C'est très bien. Pour qu'on en débatte. Voilà. C'est extrêmement important. On n'avait pas de question de l'organisation et d'intérêt. La commission fait son travail plénière. L'information sur les dons consentis à la Guinée par le Japon. La commission des finances a fait son travail et a déposé un rapport qui va nous édifier sur la situation
parce que ça ne prête pas à débat. Voilà. La commission a la parole. Excellence, Monsieur le représentant du chef de l'État, honorables députés, la commission des affaires économiques, financières et du plan a examiné les 17, 18 et 20 avril 1998 3 accords de financement signés les 9 et 11 mars 1998 entre les gouvernements de la République de Guinée et du Japon et soumis à l'Assemblée nationale. Les documents ont été examinés avec les cadres du plan et de la coopération. Le directeur national du budget a été également entendu. Les cadres de ces départements ont confirmé à la Commission qu'il s'agit en vérité de dons et non d'accords de financement classiques. Dans le cadre de la coopération économique existant entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la République de Guinée, 3 arrangements constituant des dons ont été signés à Conakry les 9 et 11 mars 1998 par les représentants des 2 pays. Ces arrangements se chiffrent en yen à 2 milliards 37 millions 358 000, soit en francs guinéens 19 milliards 190 millions, et se répartissent comme suit. Premier arrangement, pour 200 000 de yens, soit 1 milliard 880 millions de francs guinéens. Dans le cadre de la convention relative à l'aide alimentaire du gouvernement du Japon à notre pays, signée en 1995, un nouvel arrangement de 200 000 millions de yens, soit 1 milliard 880 000 francs, a été obtenu pour acheter du riz japonais, australien, chinois et thaïlandais stockés au Japon. Cet arrangement doit être utilisé avant le 8 mars 1999, sauf prolongation souhaitée par les 2 parties. Deuxième arrangement, pour un montant de 337 358 000 de yens, soit 3 milliards 200 millions de francs guinéens. Cet arrangement signé le 9 mars 1998 est destiné pour l'accroissement du bien-être du peuple de Guinée, notamment dans sa lutte contre le paludisme. Une liste des produits à acheter sera établie par les 2 gouvernements d'un commun accord. Troisième arrangement, d'un montant de 1 milliard 500 millions de yens, soit 14 milliards 110 millions de francs guinéens, signé le 11 mars 1998. Cet arrangement doit contribuer à soutenir les efforts du gouvernement guinéen dans le cadre de l'ajustement structurel engagé dans le domaine économique et financier avec le concours de ses partenaires au développement. Il s'agit d'un don hors projet dont le montant doit servir à acquérir des produits manufacturiers et des matières premières mentionnées dans une liste annexée à l'arrangement. Ces produits et matières premières doivent être achetés en yen dans tous les pays du monde, à l'exception de la République de Guinée. L'arrangement doit être exécuté dans un délai de 12 mois. Obligation des 2 parties. Obligation du gouvernement guinéen. Pour entrer en possession des dons, le gouvernement de la République de Guinée doit remplir les conditions ci-après. Petit a, ouvrir un compte bancaire en yen au Japon destiné à recevoir le don et à assurer les règlements aux fournisseurs. Petit b, les droits de douane et droits fiscaux sont à la charge du gouvernement guinéen.
Petit c. Ouverture d'un compte en francs guinéens dans les livres de la Banque centrale destiné à recevoir la contrepartie des versements en yen pour l'achat des produits. Petit d. Fournir un rapport au gouvernement japonais sur l'utilisation des dons. Ce rapport sera accompagné des copies des contrats d'achat ainsi que des pièces justificatives. Obligation du gouvernement japonais. Petit a. Versement du don en yen au compte ouvert par la République de Guinée dans une banque agréée au Japon. Petit b. Règlement sur ce compte des factures présentées par les fournisseurs et acceptées par la République de Guinée. En ce qui concerne le don hors projet, de 1,5 milliard de yens, soit 14,880 millions de francs guinéens, les deux parties s'accordent pour confier à un agent, en l'occurrence le PNUD, la supervision des achats qui seront effectués dans le cadre de ce don. En outre, les deux parties s'accordent sur la création d'un comité composé de représentants du gouvernement guinéen, du gouvernement du Japon et du PNUD, qui aura à discuter des problèmes qui pourraient surgir dans l'application de l'arrangement. Honorables députés, en conclusion, la Commission des affaires économiques, financières et du plan note que les arrangements ont été signés en application des dispositions pertinentes de la loi de finances initiale pour 1998, L98-003 AN du 9 mars 1998, notamment en son article 9 qui dispose que le ministre des Finances est autorisé à recevoir des dons pour un montant de 136 milliards 900 millions de francs guinéens. La Commission des Finances note également avec satisfaction que la communication à l'Assemblée nationale de ces dossiers de dons constitue un début de mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée nationale faites lors des sessions budgétaires passées, notamment celle de 1998. Elle attire l'attention des honorables députés sur le fait que, puisqu'il s'agit des dons et non des prêts, ils ne peuvent être soumis à ratification. Cependant, la Commission des finances se félicite de la transparence ainsi mise en œuvre entre l'exécutif et le législatif. Elle demande enfin aux honorables députés de prendre acte de ces dons d'un montant de 19 milliards 190 millions de francs guinéens et de se féliciter de l'excellence des liens d'amitié et des rapports de coopération qui lient notre pays au gouvernement du Japon. Je vous remercie. La Commission. Et de se féliciter aussi de cette coopération qui doit absolument exister entre les institutions républicaines et souhaiter qu'elle continue pour le bien. De remercier le gouvernement japonais qui fait beaucoup pour la Guinée, non seulement dans ce domaine, mais par la construction des centres médicaux, des écoles et toute forme d'assistance à nos populations. Je vous remercie. Cela n'exclut pas qu'on demande au gouvernement de féliciter et de remercier le gouvernement du Japon. Vous pouvez ajouter cela et comme ça, je crois que c'est parfait. Bon. Chargé d'étudier la résolution. Oui, pardon, Ahmed Faber, oui. On a besoin de vous entendre, c'est bon. Monsieur le Président, je ne sais pas si le moment est opportun. J'aurais souhaité, Excellence,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je vous dois à tous, et en particulier à son Excellence le Président de l'Assemblée nationale et aussi à son Excellence le chef de l'État, un merci. Un merci qui vient du fond du cœur pour le soutien unanime qui a été le vôtre. Et je le dis avec beaucoup plus d'aisance parce que ce soutien s'est manifesté aussi bien dans les rangs de la majorité que dans les rangs de l'opposition. Et à mon avis, c'est peut-être de bon augure et il est souhaitable que le débat qui s'est situé dans un contexte de confraternité, de compréhension mutuelle, soit accompagné, en tout cas soit suivi d'un retour qui permette la même confraternité, la même compréhension. Monsieur le Président, je viens de loin, en ce sens qu'il a fallu plusieurs opérations et d'ici peut-être un mois, il faudra aller encore vérifier certaines choses, mais ce qui est certain, j'ai été réconforté par l'excellence du travail que vous avez en tant qu'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, poursuivi à mon absence. Je suis convaincu que les gestes de compréhension que vous avez esquissés à l'endroit des députés souffrants et malades sont des gestes qui répondent à l'attente de la nation et je suis convaincu que le retour sera aussi conforme à l'attente de la nation. Je voudrais m'arrêter là et dire encore une fois, à travers vous, au chef de l'État, à toute l'Assemblée nationale, que la nation guinéenne a joué son rôle et dans l'attente, dans la compréhension mutuelle. Dans ce rendez-vous, donner et nous recevoir, je vais continuer à le jouer. Tel est mon sentiment. Je ne peux pas être long. Et je souhaite prendre un rôle, si petit soit-il, à l'accomplissement de ce sentiment. Vous en servez, Monsieur le Président. Merci, honorable. C'est un-là qui vous a assisté et vous a permis de retrouver votre santé. Nous remercions aussi l'Assemblée nationale pour la solidarité dont elle a fait preuve et la compassion également dont elle a également fait preuve. Et nous ajoutons nos remerciements à l'endroit du chef de l'État qui a été très prompt dès qu'il a été touché de votre situation. Parce qu'il faut le reconnaître, vous nous avez quittés dans un état désespéré, comme ça a été le cas de notre collègue, c'est Ali Hussein Diallo. Mais tout est bien qui finit bien. Vous nous revenez en bonne santé si, pour en croire à la physionomie que nous constatons, et nous souhaitons que ce rétablissement aille de l'avant et pour que vous puissiez continuer à nous faire bénéficier de vos connaissances et de vos expériences. Encore une fois,
grand merci et nous vous disons bon retour et vous retrouvez la famille. Et nous formulons aussi les vœux que ce consensus que nous avons créé ici depuis le départ jusqu'aujourd'hui, qu'il continue à nous animer jusqu'à la fin de notre législature. C'est certain que d'autres ne reviendront pas ici, mais il faudrait que nous fassions en sorte que ceux qui ne reviendront pas ici continuent à garder pour leur existence les bons souvenirs de notre union ici pendant le temps que nous avons eu à faire face aux problèmes de la nation. Nous traversons actuellement une crise. Je l'ai appelée crise de croissance et nous en traverserons encore. Mais je pense que si chacun fournit l'effort nécessaire dans la sincérité et l'objectivité, nous arriverons toujours à trouver la bonne voie pour nous faire sortir des crises. C'est notre souhait et je suis certain que c'est le souhait de tout le monde. Encore une fois, merci chers collègues. Au nom de Maître Faber et de sa famille, et Maître Faber, nous vous demanderons de féliciter et de remercier votre famille parce qu'elle nous a toujours tenus au courant de votre situation, ce qui a permis de nous rassurer ici. Merci bien. Tant pis. Bonjour, chers collègues. Ayez une place. Rejoignez les places en bas. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Huit députés du PUP-PCN sont excusés. Nous pouvons au secrétariat constater l'absence totale du groupe de la CODEM et du député non inscrit. Nous avons dans la salle le groupe PUP-PCN. Donc, la séance est ouverte. Le secrétariat est prié de nous indiquer l'ordre du jour de ce matin. Projet d'ordre du jour de la plénière du mardi 28 avril 1998. 1. Convention du droit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995. 2. Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, signée le 4 janvier 1997 à Ottawa.
3. Projet de loi autorisant le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert d'infrastructures de développement par le secteur privé, loi BOT. La conférence des présidents. C'est la deuxième partie. Affaires sociales. C'est arrivé à expliquer qu'il y a un deuxième. Bon, on va passer au deuxième point. En attendant que le deuxième. Monsieur le Président, je proposais de nous venir au troisième point parce qu'il y a le programme de secrétariat qui se pose. Je suis en train de finaliser maintenant le rapport sur la convention sur les mines antipersonnelles. Bon. Est-ce que la commission intéressée au troisième projet est... Oui. Oui, monsieur le Président. Merci bien. On vous félicite. Et vous avez la parole. Il peut rester ici. National, Monsieur le représentant de son Excellence, le Président de la République, honorables députés. Nous avons l'insigne honneur de vous présenter le projet de loi relatif au financement, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien et au transfert de propriété, communément appelée loi BOT, Build, Operate and Transfer, initiée par les ministères des Ressources naturelles et énergie, de l'économie et des finances, de la promotion du secteur privé, de l'industrie et du commerce, qui a fait l'objet d'un examen approfondi par l'intercommission mise en place lors de la réunion de la conférence des présidents. Cette intercommission comprend la commission aménagement du territoire, de l'énergie et des transports, la commission des affaires économiques, financières et du plan, la commission fonction publique et emploi, la commission des affaires étrangères et coopération internationale, la commission industrie, commerce, artisanat et tourisme. Ces travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère de grande cordialité, de franche collaboration et d'objectivité ont connu la participation des cadres du département ministériel initiateur du projet et des consultants de l'Assemblée nationale. La liste nominative des participants à la réunion est jointe en annexe. Nous voudrions saisir cette occasion pour vous dire que tous les membres de la commission se réjouissent de la qualité des résultats issus de ces débats, dont voici la synthèse. Dans les projections de croissance et de développement telles que libellées dans le document Guinée Vision 2010, le gouvernement envisage d'atteindre un taux de croissance de 10%, alors que de nos jours, celui-ci se situe entre 4 et 5%. La réalisation d'une telle ambition passe par une politique efficace de développement des infrastructures de base, notamment en matière d'industrie minière, d'énergie, d'aménagement agro-industriel, d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et touristiques. Une telle vision se justifie pleinement, eu égard à l'importance des potentialités de notre pays. Or, les difficultés et les aléas de la conjoncture internationale excluent d'envisager la réalisation de ce vaste programme par le moyen des projets publics. De même, le poids sans cesse croissant de l'endettement extérieur perturbe la coopération avec les institutions internationales et aggrave les difficultés de mobilisation des fonds pour notre développement. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement a jugé nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles formes juridiques de contrats propices aux investissements prioritaires par le recours au financement privé extérieur. Tel est l'objet du présent projet de loi, destiné à autoriser le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert d'infrastructures de développement par le secteur privé. Le montage juridique qui résulte de la mise en œuvre de ce texte de loi
est communément désigné par l'appellation BOT, abréviation de Build, Operate and Transfer, dont vous avez la traduction au premier paragraphe. Il permet à un investisseur privé, étranger ou guinéen, de financer, de construire, d'exploiter, d'entretenir une infrastructure de développement qui devient gratuitement la propriété de l'État à l'expiration de la concession. La durée de la concession donne la possibilité à l'investisseur d'assurer la rémunération et l'amortissement de ses capitaux et la réalisation de profits raisonnables sous le contrôle de l'État. Le projet de texte qui vous est soumis comporte 14 articles. Les 2 premiers sont consacrés aux définitions et aux principes généraux. Ce sont des développements qui permettent une lecture aisée du corps du texte, tout en évitant les risques d'interprétation trop larges, source fréquente de malentendus dans l'application de nombreux autres textes. La formulation claire des principes de base permet de saisir toute la portée et le domaine d'application avec une gamme de 9 variantes de montage juridique. Les 12 autres articles traitent, entre autres, du Fonds de développement des infrastructures économiques, des obligations réciproques de l'État guinéen et de ses éventuels partenaires en passant par la modalité de mise en œuvre. Au total, le projet de texte, à travers ces 14 articles, vise à introduire dans l'environnement juridique et industriel guinéen et institutionnel guinéen un outil de développement performant. Le montage BOT se révèle ainsi comme une incitation efficace de l'investissement privé en faveur des secteurs qui n'attirent pas facilement les capitaux. C'est le cas des grandes infrastructures publiques pour lesquelles le retard de notre pays demeure préoccupant, alors que pour toutes les projections de croissance de notre économie présentent leur réalisation, comme une condition sine qua non. Il est hautement probable que les effets bénéfiques de la mise en œuvre de la loi BOT puissent se traduire par une forte impulsion des investissements privés en faveur des secteurs prioritaires de l'économie nationale. Par ailleurs, le montage BOT se révèle comme un ensemble d'opportunités de partenariat sans de lourdes contraintes financières pour l'État. Les conventions résultant de l'application de cette loi BOT lient l'État à des investisseurs privés. Il en résulte que les départements techniques assurant la tutelle du secteur d'activité couvert par le montage exercent une responsabilité totale sur toutes les opérations. Mais la signature d'une convention par un ministre ou un secrétaire d'État requiert obligatoirement la décision de l'ensemble du gouvernement et l'approbation par un décret pris en Conseil des ministres. En somme, des contraintes de rigueur et de transparence s'imposent aux représentants de l'État pour permettre à celui-ci d'être à la hauteur de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. Ces engagements se traduisent notamment par des garanties dont l'investisseur privé étranger a besoin pour sécuriser ses capitaux aux différentes phases de la mise en œuvre du montage BOT. Un dernier avantage, et non le moindre, d'un montage BOT, ce sont les opportunités de transfert de technologie et de savoir-faire, très largement à la charge de l'investisseur, ainsi que la création d'emplois à grande échelle et de tous les niveaux. Il faut y ajouter les incidences positives sur la promotion des opérateurs économiques nationaux, auxquels l'exploitation et le transfert peuvent offrir des cadres de prestations et de perfectionnement professionnel de haut niveau. L'intercommission souhaite faire partager l'intérêt qu'elle accorde à ce projet de loi BOT. L'outil de développement qu'elle représente viendra en bonne place dans l'arsenal de textes qui l'ont précédé et qu'il contribuera à renforcer au titre des mesures d'incitation élaborées par le gouvernement pour drainer les investissements privés. Les rédacteurs du projet ont ainsi réussi à structurer efficacement la coexistence dynamique de la loi BOT avec le Code des investissements, le Code pétrolier, le Code des marchés publics, le Code financier et domanial, etc. Pardon, foncier et domanial, etc. Monsieur le Président,
honorables députés, en conclusion, et afin de permettre au pays de bénéficier pleinement des avantages évidents suscités par la mise en place d'un tel système juridique, l'intercommission recommande l'adoption à l'unanimité de ce projet de loi en vue d'accélérer le processus de développement de notre pays. Je vous remercie. Je voudrais nous apporter des éclaircissements ou des compléments de se faire inscrire s'il y en a. Il y a 7 inscrits d'abord. Il y a Anatole Bader, Mokhtar Ban. C'était à la fin de la décennie passée. L'accent avait été mis sur une modification des transferts publics à partir des États développés, de façon que ces transferts ne soient pas essentiellement et exclusivement destinés aux États en voie de développement, mais puissent aller vers des industries privées des pays en voie de développement. Je ne sais si c'est ce qu'on appelle les poules et fonds. En tout cas, il y a eu une réflexion qui a été conduite à ce sens. Cette fois-ci, nous avons même 2 autres. C'était une forme de cours en voie de développement. Et même l'université des pays développés, c'est dans la voie logique de l'histoire. Merci, Monsieur le Président. Je précise d'abord que je suis membre de cette intercommission. Cependant, je voudrais poser une question. Mais avant, je suis d'accord avec cette loi parce qu'à mon sens, c'est une dématérialisation de notre choix, du type de société que nous voulons construire et notre choix politique. Et il dit notamment qu'il permet à un investisseur privé, entre parenthèses étranger ou guinéen, de financer, de construire, d'exploiter, d'entretenir une infrastructure de développement qui devient gratuitement, je souligne démocratiquement, la propriété de l'État à l'expiration de la concession. Je voudrais qu'on m'explique le sens de gratuitement parce que je crois que dans un tel projet, dans une telle loi, l'État quand même a des concessions à des rabattements peut-être financiers, fiscaux, à des allègements douaniers, à beaucoup d'engagements vis-à-vis de la convention. Est-ce que le mot gratuitement ne pourrait pas être remplacé par une cession à moindre frais? En tout cas, une expression qui dit que ce n'est pas gratuitement, parce que je ne pense pas que ce soit gratuitement fait. C'est la précision que je demande de vous remercier. Tenu par un accord leasing. Est-ce que le leasing est en rapport avec la loi BOT? Je voudrais le poser à la commission technique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. La commission a noté. Monsieur Sekou Bekra Bangoura. Merci, Monsieur le Président. En dépit de cette remarque invitaire, poussez un peu ma réflexion sur les risques que l'État aujourd'hui ou demain je crois, si de larges commentaires et explications n'étaient pas faits, que l'État se serait dérobé de ses obligations majeures et les aurait reléguées aux étrangers et qui à la longue, ceci étant, est-ce que ce n'est pas une partie de nos attributions qui reviendrait à accompagner des bénéfices économiques découlant d'une telle loi? Ici dans la salle, l'OS a entraîné un développement accéléré au niveau de certains pays qui constituent
État de Guinée la référence. Ça me paraît nécessaire et indispensable, nous élus du peuple que nous sommes. Sinon, c'est l'opposition qui risquerait d'aller vers la population pour une interprétation sans fondement de la chose. C'est pourquoi il me paraît nécessaire, nous, la majorité, d'en donner une explication rationnelle pour que demain, l'adversaire ne trouve nulle part un citoyen qui sensibiliserait pour la Guinée, que la Guinée, l'État est aujourd'hui en train de parader l'économie nationale. Deuxièmement, à l'intercommission, sinon à la commission du fond. Est-ce qu'il n'aurait pas été jugé utile d'associer dans le montage? Voilà, Monsieur le Président. Privé extérieur. Parce que les dispositions concernent aussi bien les privés guinéens que les privés extérieurs. Je vous remercie. La commission va noter. C'est le dialogue. Je pense que la loi qui utilise une fois une fonction et le fait d'intervenir pour baisser le prix de ces denrées est impossible. Les gens qui ont toujours des raisons. Pour ne pas parler ici, en même temps de constituer une condition d'interprétation pour savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, quand moi je vois tout ça, j'ai peur. Parce que les gens qui doivent venir ici avec leur projet dans le cadre du vote, s'il est possible que ces projets-là soient soumis à l'approbation de l'Assemblée à mesure d'examiner et de donner son avis, je pense qu'il y a des faits publiés dans votre silence ici qui peuvent le faire et nous dire si c'est viable. Mais si on vote la loi, on laisse les gens faire, les peuples ne sont pas là pour voir si ça vote la loi à retour. Beaucoup de députés de construire, d'exploiter, d'entretenir une infrastructure de développement qui devient gratuitement la propriété de l'État à l'expiration de la construction. De l'application de cette loi BOT, lie l'État à des investisseurs privés. Il en résulte que les départements techniques assurant la tutelle du secteur d'activité couvert par le montage exercent une responsabilité totale sur toutes les opérations. C'est une bonne chose. Mais ce que j'aimerais savoir, ma préoccupation est la sécurité étrangère au Guinée. Quelle est la contrainte de l'État? Donc, qu'est-ce que l'État doit? La définition, financement de construction, d'exploitation, d'entretien, de transfert de propriété. Éventuellement, la touchante me paraît un peu indigeste. Néanmoins, dans la salle, un des directeurs responsables au niveau du ministère de Ressources naturelles et énergie. Cependant, nous allons tenter, compte tenu du frottement que nous avons eu avec eux et des informations que nous avons glanées, nous allons tenter de répondre à certaines questions. La première, s'agissant de l'honorable Mokhtar Banti Diallo, effectivement, quand nous nous sommes retrouvés après lui pour la mise au propre de différentes remarques, cette question de gratuitement a surgi. Et on nous a expliqué et convaincu qu'en fait la raison du BOT, l'avantage du BOT et sa définition même de transfert de propriété, c'est qu'après, nous l'avons dit dans une phrase, après le recouvrement de l'ensemble des investissements et des bénéfices, des profits raisonnables, le reste existant encore là, sur place, revient à l'État sans autre formalité. C'est ce qu'on nous a expliqué et c'est d'ailleurs la définition du BOT. Transfert veut dire quand ils ont fini de faire le recouvrement
des investissements et des intérêts qu'il cherche dans le cadre de la convention signée. Parce que la loi, là, elle est générale. Chaque cas sera régi par une convention détaillée qui, en principe, répondra aux soucis de l'ensemble des députés. C'est dans ce cadre-là que les cadres des départements ont insisté et appuyé le mot gratuitement qui donne tout son sens à cette nouvelle forme de coopération. Et à propos de l'honorable Babara Fofana, le leasing, comme il doit le savoir, est une autre forme de coopération. C'est une association où alors on a quelque chose, nous on n'a pas la technologie, on fait venir quelqu'un et ensemble on exploite la chose. Donc le problème de leasing ne rentre pas dans le projet BOT. ERA, des investissements, son argent au gouvernement. Bon, et à propos de l'honorable Beka, nous ne trouvons aucun inconvénient à ce que la majorité explique à la population le fond du système BOT, qui a été d'ailleurs si justement salué tout à l'heure par M. Faber, qui sait de quoi il parle. Et nous ne trouvons aucun inconvénient à ça. On aura fait de l'ensemble des potentialités de notre pays. C'est pourquoi il y a eu cette loi générale et c'est pourquoi il est dit dedans que tout projet BOT doit faire l'objet d'une convention et que le ministère qui a négocié la convention fera admettre la convention par le Conseil des ministres. Ça est dedans. Donc ça doit engager l'ensemble des ministres. Habituellement, avant l'Assemblée nationale, les conventions étaient signées par les départements techniques et exécutées. C'est ce qui est. Ensuite, on a vu que certaines conventions extérieures sont soumises à l'approbation de l'Assemblée nationale. Mais en fait, l'Assemblée est restée dépendante du gouvernement. C'est elle qui sait le gouvernement qui sait quelle convention soumettre à l'Assemblée et à quel moment. Maintenant, pour cette loi BOT, puisqu'il peut y avoir des projets BOT aussi bien au plan national sur des grands projets qu'au plan local sur des petits projets, le gouvernement a estimé qu'il fallait quand même un contrôle très sérieux et c'est pourquoi ils ont imposé un décret dans l'entretemps. Maintenant, sa demande a été le souci de certains aussi au niveau de la commission, qu'on dise que toutes ces conventions-là doivent faire l'objet d'une approbation de l'Assemblée nationale. La question reste posée, c'est une question de souveraineté. Il appartiendra aux députés de répondre à cela. Bon, l'honorable Elhaj Tounkara, quelles sont les contraintes de l'État? Elles sont très nombreuses. Un décret là pour moi, je pense que là c'est discutable. Pourquoi? Parce que le gouvernement peut changer alors que l'Assemblée nationale engage le peuple. Et ici, il s'agit des conventions de 50 ans, 70 ans. Donc il faut absolument la ratification des conventions par l'Assemblée. Sinon, je ne vois réellement pas la raison pourquoi. Alors on parlerait de conventions. S'il y a une sélection au niveau du gouvernement, on soumet certaines conventions à l'Assemblée, d'autres on n'en soumet pas. Alors qu'il s'agit, dans ces trucs de BOT, les conventions, ce n'est pas moins de 50, 70 ans, 100 ans. Or, en ce moment, aucun gouvernement ne peut rester pendant 50 ans. Donc c'est le peuple qu'il faut engager et non le gouvernement. Je vous remercie. L'article 12 la définition même du BOO. Le deuxième O, l'eau du milieu, signifie own. Own, c'est-à-dire devient propriétaire. Ça veut dire que la personne qui investit
est propriétaire jusqu'à ce qu'il ait fini de récupérer ce qui est prévu dans la convention qu'il est en train de suivre. Alors que, à la page 6, le 1.11, ROO, il s'agit d'un opérateur qui est venu reprendre dans le cadre du BOT une infrastructure que nous avions déjà et que nous ne faisons pas fonctionner. Donc, il réhabilite dans le cadre d'une convention, il devient propriétaire, il rentre donc dans le programme du BOT et après, le reste, c'est la même chose. Donc, moi, je pense que, d'une manière générale, on vous a dit qu'il y a 9 formes de BOT. Ça permet à un investisseur de venir investir quelque chose de nouveau dans un terrain nu. Ça permet à un investisseur de venir reprendre quelque chose qui existait déjà, le qualifier et dans l'esprit du BOT, continuer les opérations et restituer à l'État quelque chose d'opérationnel. Pour les députés qui ont une inquiétude, telle que Paul Keleba, il a raison, les inquiétudes sont fondées. C'est pourquoi il y a dans le rapport et dans la loi, il est dit que l'ensemble des opérations, depuis les travaux de construction jusqu'à l'exploitation, jusqu'à la fin de la convention, l'ensemble des opérations se font sous le contrôle total de l'État. Ça est dedans. Le problème qui se pose, ce sont les performances des cadres de l'État qui sont chargés de faire cette mission. Et c'est peut-être pourquoi il faut abonder dans le sens de ceux qui souhaitent que les BOT fassent l'objet d'une approbation au niveau les conventions fassent l'objet d'une approbation au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ça permettra aux honorables députés de connaître le détail de l'existence et des raisons fondamentales de chacune des unités industrielles ou chacune des réalisations. Parce qu'on peut inclure le pont de Fatala dans un système BOT. Si on négocie, quelqu'un vient, il fait le pont, et d'après les calculs de la Convention, on voit que pendant 20 ans, il exploite et on paye, et après ça, il y a la phase d'accompagnement pour la partie bénéfice quand il a fini les investissements, et après, ça revient à l'État, et à partir du moment où c'est revenu à l'État, ça devient un truc d'utilité publique, ça devient gratuit. Donc il y a plusieurs formes, c'est pourquoi la Commission a préféré vous proposer d'adopter la chose, et peut-être qu'il faut ajouter là-dedans que l'Assemblée préfère que les conventions soient toutes adoptées par l'Assemblée avant leur exécution. Je vous remercie. Et incitatif pour les investisseurs qui vont lire cette loi et qui vont se mettre à choisir où ils vont aller et envoyer leur argent. Et à cet esprit d'incitation s'ajoutent les raisons que les deux membres de la commission ont ajoutées. Je pense que nous avons ainsi répondu à la question de M. Paul Keleba. Merci. Après, il y a que ce que nous allons voter tout de suite et qui va dans quelques instants devenir une loi est un cadre général. Il est dit que dès lors que ce projet de loi aurait été voté par nous et qu'il serait une loi qui trace un cadre général, lorsque un département aurait été saisi par un investisseur privé, il appartiendra à ce département, conformément à cette loi, d'élaborer un projet de convention qui pourra faire, qui sera l'objet de débat, d'abord au niveau du département, finalisé et introduit en
Conseil des ministres, je pense que nous devons nous limiter à ça. Sinon, ça sera encore cette marche du préviste. On va revenir, on va revenir, on va revenir. Alors que le préalable est explicite dans la loi. C'est conformément à la loi qui est la loi que nous avons adoptée que la convention, ça c'est convention, c'est réglementaire, mais c'est administratif. Je pense donc que l'administration, autant que l'Assemblée des institutions, il y a une continuité. Un décret, quand il y a un autre décret ne l'a pas annulé, pendant 100 ans, il est valable. Si le régime, les régimes se succèdent, les lois sont ce qu'elles sont. Je pense donc que ce n'est pas parce que la durée du gouvernement varie entre 1 à 5 ans, sinon plus que le décret va obéir à cette cadence, non, le décret lui demeure. Alors je pense qu'on peut laisser à la loi que nous avons votée et laisser la convention au niveau du décret qui... C'est ma compréhension de la chose. Il se pourrait que le frère ait plus d'éléments qui justifieraient pourquoi il souhaiterait que ça revienne à notre niveau. Mais je crois que le cadre général me paraîtrait suffisamment valable. Je vous remercie. Saisi par le droit des cas. Je ne vois pas, franchement, pourquoi on exclurait l'Assemblée nationale de l'examen d'une convention. Parce que c'est deux niveaux différents. Au niveau du Conseil des ministres, c'est l'examen de l'exécutif. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'examen du législatif. Et le législatif examine cette convention dans le cadre, comme les autres aussi, des intérêts du peuple. Et j'ai donné un exemple qui nous échappe totalement, qu'on ne peut pas contrôler. Et que si peut-être nous avons examiné au début, si nous avons examiné peut-être ces choses-là au début, ce ne serait pas passé comme cela. Lorsque la convention va être établie, la convention va comporter un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Comme par exemple le coût de revient du box et tous les autres artifices financiers. Si, au bout du compte, le prix de revient du produit est inaccessible pour le peuple, qu'est-ce que nous pouvons dire? Quels sont les instruments que nous aurons pour nous défendre? Rien. Par conséquent, moi je pense que les honorables députés devraient accepter d'ajouter à ce que M. Ba a dit, je ne me souviens plus de cet argument-là, la convention soit adaptée par l'Assemblée nationale, si ça ne gêne pas l'exécutif. Ça ne gêne pas non plus le législatif. Ratifié. Enfin, j'ai beaucoup d'arguments, mais puisque je ne suis pas le seul à parler, je m'en tiens là. Faire de pratiquer le système BOT dans le pays, chez nous. Mais par rapport à la convention, parce que admettons que cet hôtel qui est là, qui puisse demain intéresser un bailleur de fonds qui pourrait renouveler, etc., il a son coût, mais il y a ces conditions aussi. Et nous avons quand même constaté que chaque fois, même s'agit de prêts financiers, on nous envoie pour rectifier. Tout simplement, ça n'enlève pas le contenu du décret, mais c'est tout simplement pour dire que l'Assemblée nationale, c'est des élus, c'est l'émanation du peuple et qui représente le peuple, engage le peuple. Ça ne veut rien dire, ça ne peut pas changer le contenu du décret ni de l'examen par le Conseil des ministres. C'est pour témoigner aussi et amener autant qu'on peut, autant qu'on élargit la vision, la discussion, je crois qu'on y trouve d'intérêt à parfaire ce qu'on nous présente. Je pense que ce n'est du tout pas pour dire que le décret n'a pas de sens, etc. Parce qu'il faudrait qu'on se méfie. J'ai voulu tout simplement évoquer ici le rôle du député en tant que représentant du peuple et que lorsqu'il doit engager le peuple pour des durées de
décennie, il faut quand même soumettre la convention pour ratifier, pour sa ratification, ça n'a pas de problème. Sinon, une fois qu'ils discutent des prêts de financement au niveau du gouvernement, ils n'ont pas besoin de l'envoyer à l'Assemblée pour être ratifié. S'ils le font, il n'y a pas de raison que les conventions concernant le BOT, qu'on ne présente pas aussi pour ratifier. C'est la précision que je voulais donner, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et là, je sais que le problème, de manière précise, mais on pose des questions pour trouver la réponse quand d'autres problèmes sont posés. Et le cas d'espèce, c'est l'eau et l'électricité. Quelqu'un l'a évoqué. Effectivement, ce qui nous a échappé, qu'il soit BOT ou ici, la SEC et la solaire, s'agissant de l'électricité, la solaire, la Sogel et le bâtisseur. Il y a une convention qui régit. C'est pourquoi à chaque fois que nous soulevons le problème ici, c'est cette année que le contrat de la convention arrive à expiration. Et c'est maintenant que nous pouvons intervenir pour que les gestionnaires récupèrent le moins possible pour que les utilisateurs soient soulagés. Donc, plutôt ce sera le mieux, il faut que la commission concernée saisisse le département approprié, puisque le contrat de la convention doit être revu cette année 98 pour que le nouveau prix du kilowattheure ou mètre cube d'eau puisse être abordable par ce que nous présentons. Je vous remercie. On donne la possibilité à l'investisseur d'assurer la rémunération et l'amortissement de ses capitaux. Alors, je pose la question de savoir comment la durée de la convention est calculée et comment les amortissements sont contrôlés par l'État. Parce que qu'est-ce à dire? On n'a pas un choix. Il est bien dit de BOT se révèle comme une institution efficace. Mais que la mobilisation des capitaux est difficile par rapport à certains investissements. Alors, je voudrais poser la question, est-ce que lorsque les investisseurs étrangers en corrélation avec les nationaux, ils sont là pour vraiment que le mot gratuité, le 8e capitaux, puisqu'ils se sont investis le coût. De BOT, vous allez à la page 9 où ils sont cités et traduits. Pour les autres députés qui n'ont pas lu, avec votre permission, je vais répéter. Vous avez construction, exploitation et transfert. Construction et transfert. Construction, possession et exploitation. Construction, location et transfert. Construction, transfert et exploitation. Construction d'extension et exploitation. Développement, exploitation et transfert. Réhabilitation, exploitation et transfert. Réhabilitation, possession et exploitation. C'est ce qui donne l'importance à la convention. Parce que c'est au cas par cas. Selon le problème qui est posé, il parle du chemin de fer. Nous avons le chemin de fer Conakry-Kankan. Si quelqu'un est intéressé dans ça, dans le cadre de la loi BOT, il y a un énorme travail des départements d'ailleurs, pour évaluer la chose qui appartient à l'État. Et l'investisseur commence par reprendre d'une façon ou de l'autre, en tout cas, la valeur de ça et ajouter ce que lui il apporte. La convention, elle est excessivement importante. La loi là n'est qu'un cadre, ils nous l'ont dit, ils ont insisté là-dessus. La loi c'est un cadre tout simplement qui va figurer dans les publications au plan international pour que les gens sachent qu'en Guinée aussi, on peut venir opérer, investir en toute sécurité. Mais c'est la convention qui dira ce que chaque BOT vaudra. Et c'est la convention qui déterminera les garanties, les assurances et les intérêts des uns et des autres. Tout est dedans. Donc une bonne lecture du document permettrait aux députés d'éviter beaucoup de questions ici, que nous ne rejetons pas, mais que nous pouvons constater qu'il n'y a pas une grande lecture du projet. Je vous remercie. De plusieurs manières,
Avant de mettre le projet au voix, je voudrais simplement attirer l'attention des honorables députés que vous êtes sur la gravité des actes que vous aurez à faire ici. Beaucoup d'entre vous ont souligné que vous êtes les représentants du peuple et que le peuple doit vous interpeller sur vos actes que vous aurez accomplis ici à son nom et en sa faveur. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les textes qui vous sont soumis sont très peu lus. Très peu. On laisse la commission de fond le plus souvent s'atteler au travail et on ne vient pas en aide, on ne cherche pas soi-même à comprendre pour être à même de traduire objectivement à vos mandants les travaux que vous avez effectués pour donner les raisons fondamentales de votre approbation ou les raisons fondamentales de votre rejet. Donc je voudrais attirer votre bienveillante attention là-dessus. Il faut que nous fassions beaucoup attention à ce que nous faisons. Si le gouvernement nous soumet des projets, c'est qu'il est conscient que nous représentons le peuple, c'est qu'il est conscient que nous engageons le peuple. Donc il ne faut jamais accepter d'engager le peuple à la légèreté. C'est extrêmement important à mon avis. C'est pour inviter tous les députés, surtout dans la conjoncture actuelle que nous vivons, à se consacrer entièrement aux travaux qui nous rassemblent ici. Fouillez les textes dans les détails. Si vous n'avez pas compris, référez-vous à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les citoyens qui vous ont élus n'ont pas encore un niveau assez élevé pour suivre tous vos débats dans les détails et vous interpeller sur telle ou telle autre position. Mais ça viendra. Donc, je voudrais vraiment vous demander de faire beaucoup attention et de vous consacrer tout le temps à l'étude des textes, à l'analyse des textes qui vous sont soumis pour pouvoir vous déterminer en toute objectivité et être à même de répondre à toute interpellation. Voilà. Maintenant, les textes, je voudrais d'abord demander au président qui est en même temps le rapporteur les amendements qui ont été retenus, s'il y a eu amendement. Ce que nous avons retenu ici, qui est important, c'est d'ajouter quelque part, nous allons le trouver ensemble, que les conventions, à la page 13, sur le paragraphe 8.3, parce que nous en avons longuement parlé, les projets BOT, d'abord, sont obligatoirement de droit guinéen, mais la sous-traitance, parce que c'est des grands projets, le BOT généralement, il s'agit de gros investissements. Toutes les sous-traitances sont obligatoirement confiées à des sociétés constituées à cet effet et de droit guinéen. C'est pour dire qu'il y a des avantages pour l'État pendant toute la durée de la constitution et du fonctionnement de la création. Il est dit ici, l'investisseur, dans un délai de 30 jours après la signature de la convention BOT, devra constituer une société, un groupement de sociétés de droit guinéen à laquelle il sera transféré les droits et obligations de l'investisseur à titre conjoint et solidaire. C'est pour inciter les gens à lire les documents comme vous l'avez dit. En dehors de ça, comme modification fondamentale, nous n'avons retenu ici que le problème d'ajouter le contrôle de l'Assemblée nationale, l'adoption de la Convention. Je vous remercie. Qu'il soit guinéen ou étranger, ces conventions
doivent être étudiés et approuvés par les représentants du peuple. Donc, avec cet amendement que vous venez d'adopter, nous voudrions soumettre le projet de loi ainsi étudié et analysé à l'approbation des honorables députés. Quels sont ceux qui l'adoptent? Et ceux-ci. Quels sont ceux qui rejettent? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, est-ce que le... Et c'est tout en plénier de tous les honorables députés, et tout le monde a été invité à lire le texte, à l'étudier, pour pouvoir donner des observations à la commission de fond. C'est à état. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le représentant du chef de l'État, honorables députés. La Commission de la Défense et de la Sécurité, par ma voix, soumet à votre haute appréciation pour ratification la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. En effet, année après année, des milliers d'hommes et d'enfants sont victimes des mines antipersonnelles déployées en quantité considérable, et ce, dans les régions où elles mettent en danger les populations civiles, même longtemps après la fin de l'hostilité. Une étude de la Croix-Rouge nous donne le tableau suivant. Au moins 10 millions de mines ont été dispersées en Afghanistan depuis le début de la guerre, il y a 25 ans. Des centaines de milliers, 4 millions selon certains, ont été posés au Cambodge au cours des 30 dernières années. Elles tuent ou blessent une soixantaine de personnes chaque mois. Au Koweït, on dénombre environ 1 million de mines de 1945 à 1997. Une quinzaine de millions de mines ont été retirées du sol en Pologne. Pendant la même période, quelques 4 000 civils ont été tués et 9 000 blessés par des mines. D'importants champs de mines datant de la Seconde Guerre mondiale subsistent encore en Libye. De vastes régions du monde sont interdites d'accès de manière permanente ou en raison des mines. Aux 4 pays mentionnés ci-dessus, auxquels on pourrait d'ailleurs en ajouter d'autres, les champs de mines mis en place durant les périodes de conflit sont déjà responsables d'innombrables victimes parmi la population civile. Or, la majorité de ces champs de mines n'a pas été neutralisée et représente encore un danger d'une extrême gravité pour ces populations. En outre, l'existence même de ces champs de mines rend problématique, voire impossible, le retour des populations civiles dans leur lieu d'origine où toute activité indispensable pour subvenir à leurs besoins vitaux sera sérieusement compromise. La quantité de mines antipersonnelles dispersées, la façon dont elles ont été déployées et l'absence de marquage posent de tels problèmes que les travaux agricoles et d'élevage ne pourront vraisemblablement pas être repris avant de nombreuses années, voire des décennies, sans faire courir des risques considérables à ces populations. Devant l'ampleur du désastre provoqué par les mines antipersonnelles, tant en termes de souffrance humaine que du fait de la déstabilisation à long terme de la situation socio-économique, a été faite à Oslo, Norvège, le 20 septembre 1997, la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, au cours de nombreuses séances de travail axées sur l'examen des 22 articles qui structurent la présente convention, les honorables députés membres de la commission parlementaire chargée des questions de la défense et de sécurité ont estimé que c'est un truisme de dire que
les progrès techniques ne contribuent pas simplement au bien de l'humanité, car ils favorisent également la production d'armes plus perfectionnées et par conséquent plus meurtrières. Chercher à interdire ou limiter l'usage de certaines d'entre elles sur la base d'accords internationaux pourrait se heurter à de grands obstacles. Dans la mesure où chaque État ne serait ce que pour assurer sa propre sécurité, essaie de doter son armée d'armes au moins égales et si possible plus performantes que celles qui seraient en main d'un adversaire potentiel. Mais l'utilité militaire d'une arme ne saurait justifier son emploi si elle est contraire aux principes généraux du droit de l'humanité. C'est dans cette trajectoire de respect du droit international humanitaire que s'inscrit cette convention. La convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction se fixe pour objectif prioritaire le développement des actions d'information et de sensibilisation au niveau international sur le danger d'emploi des mines antipersonnelles. Dans cette perspective, les États partis devraient agir de manière solidaire pour faire cesser les souffrances et les pertes en vie humaine causées par les mines antipersonnelles qui tuent ou mutilent des centaines de personnes. Cette marche menée activement grâce aux opérations d'enlèvement des mines disséminées dans le monde, d'apport des soins médicaux aux victimes, leur réadaptation et reclassement économique est une contribution positive au renforcement du respect du droit international humanitaire. Les États partis, en remplissant les obligations qui découlent de la présente convention, ont le droit de chercher à l'obtenir et de recevoir une assistance des autres, à faciliter un échange ainsi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente convention, à fournir une assistance pour les soins médicaux aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique, ainsi que des programmes de sensibilisation aux dangers des mines, à agir autant que possible pour fournir une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnelles, s'engager à fournir des renseignements à la base des données sur le déminage établi dans le cadre des organismes des Nations Unies, à demander aux organismes régionaux, aux organisations régionales, d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage, à coopérer en vue d'assurer l'application rapide et intégrée des programmes d'assistance agréés. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, il est important de relever que l'examen de la présente convention par notre institution marque la nécessité et la possibilité de consolider les perspectives de paix intérieure et extérieure et de réduire les risques de conflits violents. C'est pourquoi, de tout ce qui précède, il m'est loisible de vous demander de bien vouloir exercer votre droit, celui de voter à l'unanimité la présente convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction. Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire de souligner ici son importance. Nous suivons tous les débats organisés autour de ce problème très important sur le plan mondial. Beaucoup de pays ont déjà ratifié ce texte et vous venez d'écouter la Commission qui vous demande, puisque ayant supporté des guerres, des conflits, dont la position donc doit influencer l'auguste assemblée que nous sommes. Je voudrais donc demander aux honorables députés qui veulent intervenir de bien vouloir se faire inscrire. De
cette loi est évidente. Son intérêt est évident. Parce que si nous n'en souffrons pas en Guinée, sous d'autres cieux, tous les jours, des victimes innocentes sont déchiquetées par les mines. Il serait bon donc qu'en tant qu'État indépendant et souverain, nous soyons solidaires de ces victimes et que nous participions à la sauvegarde de leur vie. Ce qui me préoccupe, c'est peut-être l'assistance aux victimes de ces mines. Parce que dans le corps du texte, il n'y a aucune contrainte pour les responsables, pour les États responsables de ces destructions, pour dédommager les victimes. Ou plutôt, les contraintes ne sont pas impératives. Parce qu'il est dit, jusqu'à l'article 5, que chaque État parti qui est en mesure de le faire fournira une assistance. Ce qui donne lieu à des spéculations juridiques au cas où un État voudrait se soustraire à cette obligation de trouver matière à discussion. Donc j'aimerais, Monsieur le Président, que la loi dispose des contraintes impératives pour tout État responsable de tels faits, que cet État prenne en charge pour la durée, pour le reste de leur vie, les victimes de ces mines antipersonnelles. Parce que le plus souvent, rares sont ceux qui sont simplement mutilés. La plupart du temps, ces mines déchiquettent complètement la personne au point qu'il est difficile d'identifier la victime. C'est une situation très préoccupante et dans le corps de la loi, les contraintes ne sont pas impératives. C'est la seule remarque que je voulais faire, tout en disant que le vote de cette loi va de soi parce que nous sommes avant tout intéressés à ce qui se passe ailleurs, aux injustices qui se passent ailleurs. Je vous remercie. Personne ne peut le modifier maintenant. On ne peut rien ajouter ni soustraire. Il est dit ici, l'article 19, page 23, dit que les articles de la pleine convention ne peuvent faire l'objet de réserve. Ça, c'est écrit. Donc, si un député veut faire un commentaire sur ce texte, il peut le faire. Mais aucun député ne peut modifier ce texte-là. Il est déposé sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies. Guinée-Bissau, mais encadrement ici, il serait souhaitable pour que nous soyons plus sensibles que ces exemples soient pris à côté au lieu d'aller chercher au Cambodge. C'est tout juste une remarque de ce genre. Sinon, c'est vrai, c'est une convention qui a été signée par une centaine de pays, déposée sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies, n'ont pas l'autorité de modifier. Nous allons voter cette loi parce qu'elle nous protège. Je vous remercie. Ratification par peut-être une lettre donnant le sentiment de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire que je n'entre pas dans les articles de la Convention, mais dans l'exposé des motifs, on a cité des gens qui ont consacré beaucoup d'efforts à l'élimination de ces mines antipersonnelles. À l'époque, une dame qui a aussi consacré énormément sa vie à ça n'était pas encore morte. Je pense que c'est pourquoi son nom n'a pas figuré. Alors j'aurais voulu que notre Assemblée nationale associe le nom de Lady Diana, qui a passé toute sa vie, une bonne partie de sa vie à la lutte contre ces mines-là et les victimes de ça, à notre ratification. On le mettra en annexe pour dire que nous aimerions que son nom soit associé à cette formation. Je vous remercie, M. le Président. Je suis embarrassé, M. Sacha, des raisons pour lesquelles l'accord des mines antipersonnelles, pourquoi ça s'écrit comme
de voir. C'est un plus. Les mines antipersonnelles. Maintenant, c'est un plus. Il va nous expliquer. Nous sommes partis de la convention. Après, l'ont précisé, c'est un devoir pour nous d'ajouter un plus au concert des peuples qui ont déjà eu à ratifier cet important document. C'est pour ça que nous le soumettons à votre appréciation pour demander aux honorables députés quels sont ceux qui votent en faveur de la ratification par la Guinée de cet important document. Baissez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui votent contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc, le texte sera transmis au gouvernement pour que le nécessaire soit fait. Je vous remercie beaucoup. Au président du groupe, s'il a eu des comptes rendus de la commission que nous avions mise en place ici pour l'étude du projet de résolution, il a eu des comptes rendus de bien vouloir nous faire le point de la situation. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, à l'origine, c'est les députés de la CODEM qui avaient soumis un projet de résolution que le groupe parlementaire PUP-PCN avait rejeté parce qu'il y avait un caractère d'amalgame. On évoquait plusieurs sujets à la fois. Nous avons demandé que la commission puisse rédiger un texte qui serait centré sur la détention des députés de l'Assemblée. Le groupe CODEM a rédigé un projet et le groupe PUP a rédigé un contre-projet. Au sein de la commission, il y a eu donc des débats. Ils se sont fait des concessions, mais on n'est pas tombé sur un accord final. L'essentiel du texte proposé par le groupe parlementaire PUP-PCN a été accepté. Le point d'achoppement maintenant, c'est que le groupe PUP et le groupe de la CODEM tient à ce que on mette dans le projet de résolution une invitation au ministre de l'Intérieur pour lui demander des explications sur les conditions d'arrestation des députés RPG à Beila. Nous avons dit qu'il ne fallait pas mélanger les sujets. Les députés RPG à Beila ne sont pas détenus. Ils sont là-bas actuellement en liberté totale, mais ils y résident par souci de solidarité avec ceux qui sont arrêtés suite aux manifestations non autorisées. La résolution s'adresse aux 3 députés détenus, actuellement en détention. Et notre résolution propose en conclusion, après tous les considérants, la levée de la détention, la suspension de la détention et la mise en liberté provisoire en attendant
la poursuite de la procédure judiciaire. Alors nous en sommes là. Vous savez qu'au départ, le projet de résolution de la CODEM ne faisait pas du tout cas des morts d'hommes et des dégâts matériels qui avaient eu lieu à Kapororaï. Notre projet de résolution a tenu compte de tout cela parce que nous nous considérons comme étant les élus du peuple. Quand il y a des incidents graves comme ceux qui se sont passés à Kapororaï, où il y a eu 9 citoyens de mort, dont un gendarme sauvagement mutilé et crucifié, nous avons estimé qu'il était quand même important que l'Assemblée assume sa responsabilité en reconnaissant la gravité de ces événements et en les déplorant. Donc, finalement, le groupe parlementaire de la CODEM a été d'accord avec nous et ces considérations ont été prises en compte. L'unique point d'achoppement maintenant, c'est le fait de vouloir assimiler le cas de nos députés actuellement à Beila, qui sont là en attente de la libération de leurs collègues, de leurs hommes politiques, de leurs responsables politiques, avec le cas de ceux qui sont actuellement détenus pour les événements de Kapororaï. Alors tout à l'heure, Jean-Marie Doré est venu au nom de la CODEM pour dire qu'ils ont réussi à convaincre les députés du RPG qu'il faut qu'ils acceptent le projet de résolution du groupe parlementaire PUP-PCN, mais en contrepartie que nous aussi nous puissions accepter que l'on fasse quand même allusion à la requête auprès du ministre de l'Intérieur pour qu'il nous donne des explications sur la manière et les circonstances dans lesquelles les députés de Beila avaient été inquiétés. À Beila ont été inquiétés. Alors, nous avons proposé qu'à 15 h, les membres de la commission côté PUP-PCN vont retrouver les autres pour qu'ensemble, ils essayent de trouver la meilleure formulation possible. Voilà le compte rendu que l'on vous devait sur le point d'avancement des travaux de la commission. Peut-être que c'est un survol, les membres de la commission étant ici, on pourrait passer la parole au président pour qu'il donne les meilleurs détails. Avec votre permission, monsieur le président, vous avez la parole. La préoccupation principale du groupe PUP-PCN était de faire en sorte que nous ne soyons pas en porte-à-faux avec la loi. C'était l'objectif. Nous avons estimé qu'en nous basant uniquement sur les faits tels qu'ils ont été exposés, on risquait d'aboutir à une impasse. Pour la raison bien simple que le groupe de la CODEM a voulu, comme l'a dit le secrétaire général, faire un amalgame dans le but évident de tromper l'opinion publique nationale et internationale. Parce que l'article 48 des lois organiques est précis. Le dernier alinéa de l'article 48 ne concerne que la suspension de la détention. Alors que présentement, il n'y a que 3 députés détenus. S'il faut appliquer cet article aux députés de Beila, qui ont été mis en liberté immédiatement après leur interpellation, parce que je n'appellerai pas cela arrestation, c'est un amalgame que nous ne pourrions pas accepter. J'estime, Monsieur le Président, pour ne pas préjuger des décisions que nous aurons à prendre, parce que nous ne savons pas quelle sera l'issue des débats de l'intercommission à 15 h, je crois qu'il vaut mieux attendre qu'on se réunisse à 15 h, qu'on discute
qu'on vous propose la décision finale à prendre. Je crois que c'est la proposition que je fais pour éviter d'être en porte-à-faux avec les réalités sur le terrain. L'Assemblée, face à cette situation, parle d'une même voix. Il y a des conditions à cela. Et les responsables du parti, des partis intéressés ici, c'est PCM, le bureau de l'Assemblée nationale, suivent de très près les travaux et en somme sont régulièrement informés et des concertations ont lieu. Enfin, il fallait donner à ce niveau-là toutes les informations. Nous sommes absolument d'accord qu'il faut jouer la solidarité au niveau de l'Assemblée, mais une solidarité objective, basée sur le respect de la loi, de la légalité, basée sur le respect des prérogatives des institutions. Voilà où nous en sommes et nous continuons à faire confiance à la Commission pour qu'elle nous donne un travail bien élaboré qui puisse émaner de l'ensemble des honorables députés. Si nous tenons à cela, c'est simplement pour que l'opinion, aussi bien nationale et internationale, sache que nous ne sommes pas indifférents à la situation de nos malheureux collègues. Sinon, la loi, la justice s'est déjà déterminée sur un point assez important. Et les raisons, en tout cas en ce qui concerne nos droits d'honorables députés de Conakry, les raisons et le fond de leur interpellation et de leur mise à la disposition de la justice. Donc, nous faisons confiance, continuons à faire confiance à la Commission et nous allons donc lever la séance pour qu'on la reprenne demain avec le retour du président de la Commission intéressé au premier point que nous n'avons pas pu étudier, en insistant aussi encore davantage sur la nécessité absolue de vous pencher sur les textes, de les étudier au sein des commissions. Et nous faisons appel à ceux qui sont les mieux imprégnés, les mieux initiés pour qu'ils assistent tout le monde dans le travail que nous aurons à faire. Président, oui? Est-ce qu'on peut vous demander de bien vouloir convoquer une conférence de présidents